Bonjour à tout le monde, bienvenue à notre webinaire. Trouver la bonne dose, utiliser les données patients, données rapportées dans les essais cliniques de phase précoce. Bienvenue à tous pour cette session extrêmement enthousiasmante. Afin de permettre le service d'interprétation sur Zoom, je vous invite à suivre les instructions sur le transparent. Vous sélectionnez le globe interprétation, vous sélectionnez votre langue. Le webinaire sera originellement en anglais. Vous pouvez cliquer sur votre langue maternelle si vous le souhaitez. Vous n'avez qu'à cliquer. Vous avez également un certain nombre de directives pour utiliser la messagerie et nous partagerons également les termes et les glossaires qui peuvent être disponibles après cet événement. Nous aimerions remercier nos sponsors, nos partenaires pour soutenir le programme IASLC cette année. L'objectif de notre programme est d'aider les patients souffrant d'un cancer des poumons. L'objectif du programme sont de créer un réseau pour lutter contre le cancer du poumon avec un certain nombre de recherches et d'identifier également des opportunités de plaidoyer en termes de recherche. Quelques questions très importantes. Nous vous invitons de poser des questions à nos présentateurs en utilisant la session questions-réponses. Les panélistes répondront lors de la session questions-réponses à la fin de la session. Je vous invite à jeter un œil sur les directives en termes d'interprétation linguistique. La messagerie n'est pas disponible pour les participants pour échanger entre eux. C'est plutôt pour poser des questions. Ce webinaire est enregistré et sera disponible un peu plus tard dans toutes les langues qui ont été proposées. Nous avons 4 présentateurs et un modérateur qui vont partager leur expertise et leurs compétences. En premier lieu, nous avons Dr Belinda King Kalimanis, directrice de Patient August Research au sein de Longevity. Belinda a travaillé au sein du FDA dans le département d'oncologie. Nous avons également une présentation préenregistrée de Anne Lozer, qui a été diagnostiquée à 39 ans, un cancer des poumons, et 18 ans après, un cancer de la poitrine, cancer du sein, pardon, au sein du PCDI. Elle a mis sur pied le PCDI, une institution qui travaille dans le cadre de plaidoyer d'oncologie pour renforcer les discussions entre les patients et les docteurs pour sélectionner les bonnes doses pour les patients. Notre troisième intervenant sera Lee Jones, qui est un survivant du cancer du côlon et qui travaille sur les travaux de plaidoyer en termes de recherche cancer. Il travaille au sein de plusieurs comités d'entreprise. Il a co-publié un certain nombre de littératures médicales également. Nous avons également Janice Cowden qui participera dans la session de questions-réponses. Et Janice travaille au sein de l'initiative de dosage. Elle est membre active du PCDI, l'initiative sur le dosage patient depuis 2021. Et nous avons également Janet Freeman Daly qui modérera la question-réponse. Elle est ingénieure, freelance, travailleur indépendant dans un domaine de plaidoyer au sein des équipes de gestion. Nos intervenants nous permettront d'avoir un certain nombre de perspectives sur les travaux sur lesquels nous allons nous concentrer et nous focaliser. Notre premier expert a maintenant la parole. Une petite seconde, s'il vous plaît.
Parfait. Merci, Sarah, pour cette présentation de l'IASLC. Merci de me donner l'opportunité. Vous avez l'aperçu de notre heure de travail. Nous allons parler des fabrications de médicaments, également des thérapies qui sont disponibles. Ensuite, je parlerai de l'impact potentiel que les données sur l'expérience des patients pourraient avoir sur l'optimisation de la dose. Et ensuite, nous découvrirons le rôle que les défenseurs de la recherche sur les patients peuvent jouer dans les domaines de discussion. Nous parlerons également de l'initiative avec un certain nombre de projets avec Anne Perdante. Ensuite, Lee Jones prendra la parole en termes de plaidoyer sur les politiques cancéreuses. Et ensuite, nous participerons à une session de questions-réponses. En premier lieu, nous ouvrirons notre webinaire avec une découverte sur les médicaments de médicaments, comment ceci détermine traditionnellement la dose. Un certain nombre de termes très importants sont à l'écran et qui nous permettront de suivre les débats de manière beaucoup plus flexible. Cela est très important dans le cadre des essais, notamment lorsque les doses doivent être augmentées. Et tout cela est défini avant, bien évidemment, les périodes d'essai. Il y a les doses maximales, c'est-à-dire la dose la plus importante, sans avoir à toucher, bien évidemment, des effets secondaires. Donc nous allons travailler sur les questions de dose maximum tolérée, les données expérience patient et également les résultats concernant les études des patients. On parlera également des préférences des patients sur les traitements. Les données les plus importantes, ce sont les résultats patients, ce sont des études sur les conditions des patients et leur traitement. Avant de passer au dosage, j'aimerais vous proposer un aperçu concernant les développements de médicaments lorsque l'on les traite, lorsqu'on les essaie sur l'humain. Vous avez donc le paradigme en termes de développement traditionnel, de développement, de mise en œuvre des médicaments dans un cadre linéaire, séquentiel, à un processus faible pour les médicaments et également le développement des diagnostics. C'est donc un processus pharmaceutical de recherche et développement avec un certain nombre de points importants. Nous avons les propositions médicinales, la validation des cibles, l'identification des leads, l'optimisation des leads. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer plus sur la phase 1, mais nous parlerons également de la phase 2 un peu plus tard. La phase 2 étant la Early Clinical Safety. Le paradigme en termes de dosage traditionnel pour les médicaments anticancéreux. Nous avons les trois points qui représentent trois personnes qui sont prises dans un essai. Et vous avez donc la dose et en abscisse le temps. Donc vous avez les doses les plus faibles, sans aucune toxicité, notamment si vous suivez mon petit laser rouge. Si on augmente la dose, trois nouvelles personnes, ce sont les trois points, sont acceptés lors de l'essai. Nous prenons en compte le fait que des effets secondaires ne sont pas ressentis, en termes de toxicité toujours. Donc ensuite, nous passons aux trois autres points. 50 mg,
50 milligrammes, 3 personnes. Une de ces personnes en rouge a un problème avec la toxicité, mais cela n'est pas suffisant pour revenir en arrière. Donc 3 nouvelles personnes sont impliquées dans ces doses de 50 milligrammes. Personne n'a de problème en termes de toxicité. Et nous passons à la prochaine étape avec 3 nouvelles personnes, 60 milligrammes. Mais là maintenant nous voyons que 2 personnes ont un problème de toxicité, de limite en termes de toxicité. Donc nous redescendons dans le protocole qui est la dose euh, recommandée pour la prochaine étude, pour le prochain essai. Vous avez également sur le transparent 3 patients qui sont impliqués avec un 0 DLT, un DLT, 2 et 3 DLT. Pourquoi nous souhaitons changer les paradigmes du dosage? La sélection de doses actuelle est basée sur l'identification de la dose maximale tolérée, développée en pensant aux chimiothérapies cytotoxiques. De nombreux essais se concentrent désormais sur des thérapies moléculaires ciblées. Les dosages traditionnels peuvent conduire à des doses insuffisamment caractérisées avant de commencer l'essai d'enregistrement. Lorsque l'on commence la phase numéro 3, les patients peuvent recevoir des thérapies ciblées pendant des périodes plus longues que celles généralement observées avec des chimiothérapies cytotoxiques. Par conséquent, une dose, un calendrier mal caractérisé pourrait entraîner une toxicité supplémentaire sans augmentation de l'efficacité. Donc, le FDA craint que l'utilisation du paradigme de dosage actuel puisse conduire à des toxicités graves qui nécessitent un taux élevé de réduction de dose, des toxicités intolérables qui conduisent à un arrêt prématuré et à une opportunité manquée de bénéficier d'un bénéfice continu du médicament, et des toxicités potentiellement persistantes ou irréversibles qui limitent les possibilités de bénéficier des thérapies ultérieures, avec notamment des effets secondaires qui auraient un caractère irréversible. J'aimerais vous proposer un aperçu en termes de dosage dans les années 90, alors que le VIH affectait les populations. Un journal de médecine britannique a parlé de doses un peu plus élevées de 600 et 1500 milligrammes. Cela a été réalisé par le journal de la Nouvelle-Angleterre avec des doses plus faibles de zivonudine. En 2000, en 2002, la FDA, les autorités médicamenteuses nord-américaines, et un certain nombre de co-auteurs ont publié un document sur le changement des dosages médicamenteux après que euh, ces médicaments aient été approuvés. Les chercheurs avaient travaillé sur ces questions. Ainsi, nous amenons en 2015, l'association pharmaceutique japonaise a publié un guide qui rassemblait un certain nombre de directives pour le dosage des populations japonaises. 2019, l'initiative de dosage des patients a été mise sur pied. Ensuite, les autorités canadiennes ont publié un guide sur le dosage et sur le timing en termes d'immunothérapie sur les euh, traitements anticancéreux. La FDA a présenté un projet, le projet Optimus, pour réformer l'optimisation des doses,
et la sélection des doses. 2022, l'IMA a établi un certain nombre de forums médicaux anti-cancer pour optimiser les traitements anticancéreux dans le cadre des pratiques cliniques. Maintenant, si l'on veut s'attacher aux questions d'oncologie, du Centre d'oncologie pour l'excellence, le Centre d'excellence en oncologie de l'US Food and Administration a, en 2021, créé un centre d'excellence en oncologie de la FDA et a lancé le projet Optimus. Le projet Optimus vise à éduquer, innover et collaborer avec les entreprises, les universités, les sociétés professionnelles, les autorités réglementaires internationales et les patients pour aller de l'avant avec un paradigme de recherche et d'optimisation de doses dans les études en oncologie qui mettent l'accent sur la sélection d'une ou plusieurs doses qui maximisent non seulement l'efficacité d'un médicament, mais également sa sécurité et sa tolérabilité, sa tolérance. L'objectif étant que la FDA puisse communiquer ses atteintes en matière de recherche et d'optimisation des doses par le biais de lignes directrices et d'autres réunions publiques, offrir des opportunités, encourager les développeurs de médicaments et développer des stratégies de recherche de doses et d'optimisation. Maintenant, en termes de projets de lignes directrices pour aider les développeurs de médicaments à identifier les doses optimales, un certain nombre de points importants du guide travaillent sur les doses maximum tolérées, la posologie administrée dans un ou plusieurs essais d'enregistrement, c'est-à-dire l'essai ou la sous-étude conçue pour évaluer l'innocuité et l'efficacité et soutenir une demande de commercialisation. Pour ces thérapies ciblées, est souvent la DMT ou la dose la plus élevée administrée dans l'essai à dose croissante si la DMT n'est pas définie. Ce paradigme peut aboutir à une posologie recommandée mal tolérée. Maintenant, à propos des résultats rapportés par les patients, les résultats apportés par les patients, les PRO peuvent fournir une évaluation systématique et quantitative des événements indésirables symptomatiques attendus et de leur impact sur la fonction. Maintenant, sur l'engagement des patients, l'engagement avec les patients et d'autres parties prenantes clés, telles que les groupes de défense dans un domaine de maladie donné, fournira une contribution précieuse sur d'importantes considérations de sécurité et de tolérabilité lors de la section du ou des dosages optimaux. Maintenant, concernant les concepts rapportés par les patients que la FDA a identifiés comme importants, les effets secondaires symptomatiques utilisant des bibliothèques d'éléments, par exemple PRO-CTSA-CE. La sélection peut être basée, par exemple, sur d'autres médicaments de la classe ou d'un mode d'action similaire, sur l'utilisation de l'ensemble de base du NCI ou sur la possibilité d'utiliser un élément en texte libre. En outre, un élément global unique supplémentaire pourrait être inclus pour évaluer l'impact global des effets secondaires dans le contexte d'effets secondaires spécifiques. Maintenant, les fonctions physiques utilisant des sous-échelles bien définies, par exemple l'IORTC, le QLQ C30, PROMIS, avec un résultat principal pour la FDA, une collecte précoce qui peut fournir des données permettant de définir des seuils pour les essais d'enregistrement. Lors de ces essais précoces, d'autres concepts, le cas échéant, pourraient être saisis, par exemple les symptômes de la maladie. Les décisions dépendront dans ce cadre de la maladie ou du traitement. On peut parler des cancers colorectaux, par exemple. Est-ce un premier traitement ou un traitement avancé, un traitement qui a déjà été testé par un autre patient?
Maintenant, quels sont les avantages de l'utilisation des données PRO de la phase précoce? La littérature montre que les effets secondaires symptomatiques ont tendance à être sous-estimés par les cliniciens, comme cela est montré sur le graphique. Vous avez les courbes en termes de fatigue, modérée, grade 2, sévère, grade 3. Les patients sont des experts dans la façon dont ils ressentent les fonctions vitales. Les nausées également sont prises en ligne de compte. Les mesures PRO fournissent un moyen systématique de recueillir les effets secondaires symptomatiques plutôt que de demander à quelqu'un de euh, donner ses impressions en termes de ressenti sur les traitements. On peut travailler cela de manière beaucoup plus continue. Ainsi, les effets secondaires moins graves qui peuvent avoir un impact cumulatif. Ainsi, ces effets secondaires moins graves qui peuvent avoir un impact cumulatif peuvent être mieux gérés dans les phases ultérieures des essais cliniques s'il y a une prise de conscience précoce, par exemple avec l'utilisation précoce de médicaments antidiarrhéiques. Cela peut être très important sur la phase 3, notamment les médicaments antidiarrhéiques lors du 4e mois, afin que la diarrhée ne devienne pas un effet secondaire majeur. Les différences maintenant concernant les symptômes des patients. Nous avons un certain nombre de critères, de terminologie concernant les questions de diarrhée. Parfois, les effets secondaires peuvent amener jusqu'à une extrémité qui est la mort. Vous voyez par exemple qu'il y a une option jamais, l'option never. Donc, pourquoi faut-il voir ces différences en termes de reporting entre les médecins et les patients? Vous avez, concernant les termes du CTSAE, en cas de diarrhée, en grade 1, une augmentation de 4 passages à la selle par jour. En grade 2, augmentation de 4 à 6. Grade 3, plus de 7 passages à la selle par jour. Le grade 4 étant une situation qui est dangereuse pour la vie des patients. Donc toujours dans le cadre du CTCAE, donc quel rôle pouvez-vous jouer dans ces discussions? Il est très important que les parties prenantes, les régulateurs, les financiers, les gens qui travaillent sur ces essais soient formés sur les valeurs et sur les démarches dans le cadre d'inclusion des expériences patients et des données sur l'étude des dosages, s'assurer qu'ils soient impliqués en termes de conseils pharmaceutiques, qu'elles puissent participer également au groupe de travaux avec plusieurs parties prenantes qui pourraient être organisées sous des associations professionnelles, des groupes gouvernementaux, et des groupes de plaidoyer de patients. Et j'ai un lien qui est disponible également dans le cadre du IRB, le Bureau de revue institutionnelle. Maintenant, je vais passer la parole à la prochaine présentation. Merci beaucoup pour votre attention.
Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Anne Lozier et au nom de la Patient Centered Posing Initiative, PCDI, j'aimerais remercier l'IASLC de m'avoir invité à présenter cet aperçu de notre travail ainsi que nos principaux apprentissages que nous pouvons partager. À titre d'information, le PCDI a été lancé par des personnes atteintes d'un cancer du sein métastasique ou MBC il y a 4 ans. Notre objectif était d'atténuer la prévalence et la gravité des effets secondaires liés au traitement des patients atteints de MBC. Nous avons rapidement formé un conseil consultatif d'oncologues médicaux pour nous assurer que tout ce que nous faisions était médicalement et éthiquement valable. Nous avons mené des recherches sur la principale cause de toxicité liée au traitement et déterminé qu'elle était principalement due à l'utilisation de la dose maximum tolérée, également appelée DMT comme dose initiale recommandée, ou DSR dans les médicaments oncologiques. Nous avons également trouvé des études dans lesquelles des doses plus faibles de certains médicaments étaient aussi efficaces que la DMT et précipitaient moins de toxicité. Notre conclusion était double. Ainsi, si possible, changer le MTD dans un cadre d'un paradigme plus important, mais aussi encourager les discussions médecin-patient au début du traitement et après concernant la meilleure dose pour le patient en fonction des caractéristiques uniques du patient. Nous avons mené 2 enquêtes. En 2020, nous avons lancé un sondage auprès des patients atteints de MBC et l'année suivante, nous avons diffusé un sondage aux oncologues médicaux qui traitaient des patients atteints de MBC. Les objectifs des 2 enquêtes étaient identiques. Nous voulions comprendre la prévalence et la gravité des effets secondaires liés au traitement MBC chez les patients. Nous voulions connaître le niveau de communication médecin-patient au sujet des effets secondaires. Nous devions également découvrir l'impact de doses plus faibles sur les résultats des patients en termes de qualité de vie et d'efficacité. Enfin, déterminer la volonté des patients et des médecins de discuter ensemble des options posologiques flexibles des médicaments en fonction des attributs personnels uniques du patient. Essentiellement, nous voulions savoir si nous étions sur la bonne voie. Nous avons reçu 1221 réponses de patients et 119 réponses d'oncologues. Les réponses du sondage auprès des oncologues sont en caractère doré et les résultats du sondage auprès des patients sont en caractère blanc. La grande majorité des patients, 86%, ont déclaré avoir subi au moins un effet secondaire lié au mauvais traitement. La majorité des oncologues ont sous-estimé cela à moins de 60%. Un patient sur 5 présentant des effets secondaires a dû se rendre aux urgences ou à l'hôpital en conséquence. L'estimation de l'oncologue était inférieure à 15%, plus de 2 patients sur 5 ont dû manquer un traitement ou au plus, et l'estimation de l'oncologue était de 37%. Presque tous les patients, 98%, ont informé leur médecin de leurs effets secondaires, et parmi les patients ayant reçu une réduction de dose, 83% se sentaient mieux avec une dose plus faible. 71% des médecins ont indiqué que les patients se sentaient mieux avec une dose plus faible et que l'efficacité était similaire à celle du VRS. Nous avons également demandé aux patients et aux médecins s'ils pensaient qu'une dose plus élevée est toujours plus efficace qu'une dose plus faible. Et plus de la moitié des patients, 85% des oncologues, ont répondu par l'affirmative. Ne pas souscrire au MTD est un meilleur paradigme. Enfin, nous leur avons demandé s'ils seraient prêts à discuter d'options posologiques flexibles en fonction des attributs du patient et plus de 90% des 2 groupes ont répondu par l'affirmative qu'ils étaient prêts à prendre cette voie. Ces résultats ont donc justifié notre mission. Il a été déterminé que oui, il y a une prévalence et une gravité considérable des effets secondaires. La plupart des patients présentant des effets secondaires en ont parlé à leur médecin. Les patients se sentaient mieux avec une dose plus faible et la grande majorité des patients et des médecins seraient prêts à discuter entre eux d'options posologiques flexibles en fonction des caractéristiques uniques du patient. Eh bien, c'est une chose de mener des enquêtes et c'en est une autre de faire quelque chose avec les résultats. Ainsi, en 2021, nous avons eu la chance de présenter oralement les résultats de ce sondage auprès des patients lors de la réunion mondiale de l'American Society of Clinical Oncology.
Depuis, nous avons présenté des affiches de nos résultats et publié un article de revue au comité de lecture. 5 mois après notre présentation orale de l'ASCO, la FDA l'a annoncé, il est clair de la part de nos patients que les médicaments sont trop toxiques. Les patients méritent une dose plus tolérable. C'était le ressenti des patients. J'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'il y a une migration loin du paradigme que plus c'est mieux. En ce qui concerne les médicaments expérimentaux, en particulier en phase 1, le projet optimiste de la FDA encourage l'industrie à évaluer au moins 2 doses en fonction de leur efficacité et de leur tolérabilité au lieu de sélectionner automatiquement la dose maximale tolérée. En ce qui concerne les médicaments approuvés sur le marché, le renouvellement du projet de la FDA examine les dosages de certains médicaments anticancéreux approuvés et le médicament de chimiothérapie orale Zolota est le premier médicament à recevoir une mise à jour de l'étiquette liée à la posologie dans le cadre de ce programme. Et en clinique, le PCDI continue d'encourager les discussions médecins-patients sur les options posologiques flexibles. Ceux-ci demeureront importants parce que les médicaments approuvés actuellement sur le marché continueront principalement à être prescrits à l'ancienne méthode en fonction de la DMT. Il faudra du temps pour que le développement de médicaments actualise le nouveau paradigme du projet optimiste. Les réactions des patients dans le monde réel peuvent différer de celles des participants aux essais cliniques. Et enfin, mais surtout, nous sommes tous des individus uniques. En ce qui concerne les apprentissages clés sur l'incitation au changement, nous avons appris en cours de route que vous pouvez engager les patients et les professionnels, les intégrer à votre équipe dans la mesure du possible, effectuer des recherches, identifier le ou les causes profondes du problème et évaluer les concepts à résoudre. Assurez-vous que tous les membres de l'équipe reconnaissent que la seule mauvaise idée est ce qui n'est pas dit. Développer en collaboration une mission et un plan avec des stratégies pour les tester et les actualiser. Les données parlent vraiment. Où vous le pouvez mener des études. Je sais qu'il y a des facteurs de confusion comme l'IA, mais vous pouvez mener vos études, évaluer les résultats par rapport à votre mission et présentez-les, publiez-les dans la mesure du possible. Si nécessaire, réévaluer et retravailler. La carte du succès est apparemment simple, mais il y a beaucoup de travail à faire. Cela implique de la motivation, de la capacité et de la persévérance. Et enfin, je veux partager quelques apprentissages clés concernant les études. La première consiste à éviter les questions ouvertes où le destinataire doit remplir des blancs. Cela implique des problèmes considérables de nettoyage et de quantification des données. Après avoir élaboré vos questions d'enquête, testez le sondage pour obtenir des commentaires d'un groupe diversifié de destinataires potentiels. Planifiez comment et où sera votre étude. Quelle langue et par qui sera-t-elle analysée? Nous développons des flyers en espagnol et en anglais. Engagez un comité d'examen de la CISR ou d'un établissement avant de lancer votre étude. Cela donnera de la crédibilité à votre étude. Diffusez un graphique de vitesse en réponse tout au long de l'étude pour découvrir si vous devez faire de la publicité supplémentaire ou attirer plus de participants. Notre graphique de vélocité est en blanc et à un point inférieur, nous avons créé cette infographie à droite pour encourager une plus grande participation. Et en dernier lieu, obtenez-le, sortez-le, présentez et publiez vos résultats partout où vous le pouvez, de manière informelle et professionnelle. Enfin et surtout, j'aimerais vous remercier de votre attention. Un grand merci à vous. Merci beaucoup, Sarah. Merci à LLC. Merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer au cours de ce webinaire. Ce sont là des éléments importants dans ma carrière. Je suis toujours ravie de parler de mes expériences et d'encourager d'autres avocats ou d'autres partisans d'être notamment dans la recherche. Comme nous le savons tous, en tant que patients, nous avons besoin autant d'assistance que possible. Il y a deux conflits d'intérêts que j'aimerais mentionner concernant la compensation
en faisant partie du conseil d'engagement des patients pour Bayer et Genbayer. Et ceci est un exemple. Vous êtes compensé pour le travail de plaidoyer et d'aider les patients, ce qui est extraordinaire. Aujourd'hui, j'aimerais parler de ce webinaire en soulignant en fait comment je suis devenue impliquée dans ce sujet et vous donner un contexte sur comment vous pouvez accroître votre assistance de la même manière en trouvant des opportunités par-ci et par-là. En premier lieu, il est important de participer à STAR est un grand commencement. J'ai eu la chance de participer dans une formation sur le cancer. C'est un programme qui remontait il y a 10 ans. Nous avons passé 2 jours et demi à rencontrer les oncologues, les radiologues, des chirurgiens et nous avons appris autant que possible sur le cancer des poumons. Et en ce temps-là, nous n'avions pas autant d'informations que maintenant, mais il fallait commencer quelque part. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'un espace pour le cancer, les choses dans cet espace du cancer, les choses vont très vite. Donc ce fut une expérience très intéressante et enrichissante. Mais quelque chose qui est sorti de cette formation, c'est qu'on n'avait pas un plan sur comment on devait aller de l'avant, car il était difficile pour certaines personnes. Mais c'était bien car nous avons pu, en fait, de démontrer notre intérêt, de poser des questions en tant qu'aidant. Et là, j'ai pu parler, en fait, dans mon institution de cancer où j'ai reçu mon traitement de cancer et je les ai impliqués dans ce réseau, dans ce RIB oncologie. Et aussi bête que cela, j'ai été également impliquée dans 3 autres RIB. Ceci a été mentionné par 2 intervenants précédents, mais ce fut une opportunité extraordinaire. Ceci vous permet de faire partie de ces réseaux, vous permet d'avoir beaucoup de protocoles et d'avoir également le consentement des patients. Donc, je pense qu'il est très important à partir de maintenant, dans ce monde de la recherche du cancer, d'avoir ce consentement, mais également faire partie de ces RIB vous permet d'avoir les compétences, de connaître qu'est-ce un bon protocole, qu'est-ce qu'un mauvais protocole, et notamment c'est quoi un bon formulaire de consentement. Donc la majorité de ces formulaires sont juste des documents de 20 pages et vous devez vraiment, mais il vous faut un médecin pour les comprendre. Mais nous avons une opportunité de corriger cette erreur en les revoyant ces formulaires de consentement et de faire des changements et de faire des suggestions qui peuvent être incorporées dans notre rétroaction au sponsor. Donc je pense que c'est quelque chose d'important à faire. En 2018, j'ai été invitée par ASCO et par l'Association américaine d'oncologie d'être un membre d'un panel qui travaille sur les directives, après directives, pour le cancer, pour les patients atteints de cancer de stage 3 et ceci a démontré en fait pour les cancers de stade 3, en fait 3 mois de chimio est aussi efficace que 6 mois du même médicament qui avait moins de toxicité. J'ai été vraiment, ce fut d'un intérêt important car j'avais utilisé ce médicament quand je passais par ce traitement. J'étais un patient de stade 4 et on ne pouvait pas réduire les doses. Mais ce qui est très important et ce qui m'a traversé l'esprit, combien de personnes ont empoisonné à travers le temps. Et là, j'ai eu mon cancer en 2004. Ça veut dire que je suis là depuis 20 ans. Combien de patients ont été empoisonnés de façon non nécessaire parce qu'ils avaient 3 mois et ils ont eu à souffrir. Et c'est l'effet secondaire le plus important. Et qui n'a rien à voir. En fait, c'est des effets secondaires qui ne sont pas cliniques. Et beaucoup de gens ne m'ont pas posé la question sur ces effets secondaires. Cette même année, en 2018, j'ai été invitée par un centre de recherche du cancer. Et j'aimerais que vous vous rappelez de ce centre de recherche parce que ce centre de recherche est impliqué dans beaucoup d'expériences et beaucoup de traitements. Et là, on a parlé de tolérance, de tolérabilité du cancer et la définition de tolérabilité cliniquement. En fait, ce qu'on veut dire, si le médecin vous dit que vous tolérez, ça veut dire vous allez tolérer ce médicament. Tout est basé, en fait, sur les fonctions du poumon, la quantité de médicaments. Mais on ne pose pas la question aux patients, comment vous sentez? Est-ce que ça vous convient?
En tant que représentant du patient dans ce groupe, j'ai attiré l'attention sur ce concept. Pourquoi on ne peut pas inclure la perspective des patients en définissant la tolérabilité? Car les patients ont une vie et nous avons tous le droit de dire j'en veux plus, je ne veux plus le faire. Et j'aimerais, et bien sûr, c'est la définition finale qui est devenue ainsi, mais c'était un changement assez important. La tolérabilité d'un médicament ou d'un produit chimique et ou des effets asymptomatiques ou symptomatiques suite à une administration affectent la capacité ou le désir d'un patient d'avoir cette dose ou à continuer la thérapie. Donc, une compréhension d'intérapté veut comprendre la mesure du patient et comment les patients fonctionnent et se sentent au cours du traitement. Comme vous pouvez l'attendre, ces mesures directes est basé sur le résultat sur le patient. Donc là, donc l'intolérabilité et le résultat sur le patient ont été pris en considération au cours de l'étude. C'est pour cette raison que c'est très important pour d'autres aidants et pour d'autres avocats d'être présents. Et dans cet centre de recherche de cancer.org, vous allez trouver ce document et ces études. Vous avez des vidéos, et vous avez également plusieurs des sessions que nous avons eues et nous avons commencé également également. Et ceci permet d'avoir des opportunités, d'être un membre de ce groupe de panel, de faire partie également de ce groupe qui comprend la FDA, les compagnies pharmaceutiques, les centres de recherche et bien sûr beaucoup de recherche. Ceci pourrait être intimidant car chaque jour, mais quand vous avez pu entendre plusieurs fois les experts de maladie, en fait, en tant que patient, on sait des choses que les experts n'ont pas. En référence en matière d'intolérabilité, quelqu'un m'avait dit, j'ai énormément appris de beaucoup de choses en matière d'intolérabilité et comment nous devons organiser et prendre en considération la perspective des patients. J'ai parlé à la même réunion pour comprendre la tolérabilité au cancer. Et j'avais une collègue qui avait j'ai parlé de la perspective de la tolérabilité et ensemble, nous avons fourni l'approche des avocats. En 2022, un ami avait rassemblé un groupe de parties prenantes appelé pros à parler de tolérabilité. Aux premières étapes, nous avons parlé d'intolérabilité et l'intolérabilité prenait en considération l'intolérance des patients par rapport à la dose. Et nous avons eu d'excellents résultats également pour les essais ou les expérimentations en première phase ou deuxième phase qui n'ont pas été faites auparavant. Nous avons pu introduire la perspective des patients en troisième phase et on s'est rendu compte que la prise en charge la prise en considération de vision du patient pouvait être prompte. Et ceci va me permettre de passer vers le groupe numéro 4 où nous avons commencé en avril 2023 et ceci rentre un peu dans le contexte de ma présentation d'aujourd'hui. Nous examinons les essais ou les expérimentations en première phase par rapport aux doses pour les patients. Glenda l'avait mentionné, d'autres collègues l'avaient mentionné. Vous avez les essais cliniques sont basés sur la chimiothérapie ou c'est basé que plus de doses vous donnez, plus vous tuez le cancer. Mais les effets secondaires seront encore plus importants. Et une autre étude avait démontré, même là, dans le monde de la chimiothérapie, on disait que plus de doses ne voulait pas dire un meilleur traitement. La chimiothérapie s'agit plus c'est que vous atteignez un seuil. Et vous arrivez à un seuil, au sein de ce seuil, la toxicité devient plus importante, mais le médicament commence à faire son effet. Vous ne devez pas aller plus élevé et toxique. Et tout devient compliqué. Et là, on utilise des termes de la pharmacocinétique et la pharmacovigilance en parlant des médicaments. Et il devient plus un peu difficile et notamment dans ce monde de chimiothérapie. Donc, mon objectif est de trouver
ce que Anna et moi-même recherchons, c'est avoir une dose efficace qui pourrait avoir un effet. Vous savez, ça fait longtemps que nous travaillons sur ces doses, nous progressons, ce qui est assez intéressant. Et en fait, je pensais qu'il était important de commencer, je pense qu'il est important de commencer les essais cliniques de rien. Pourquoi? Parce que je pense que les anciennes les essais cliniques sont différentes à l'ère que nous vivons. Il est important qu'on puisse adapter cette nouvelle essais cliniques au processus et à la technologie existante. On devrait également prendre en considération dans ces essais cliniques la chimiothérapie, la radiothérapie, la pharmacocinétique et ainsi de suite. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense qu'il nous reste 15 minutes pour les questions-réponses. Donc, je vous remercie encore une fois pour le temps qui m'a été alloué. Merci pour votre présentation. Là, nous allons passer aux questions-réponses. Et nous avons une qui vient juste d'être posée. Alors, allons-nous donner les liens pour ce qui a été des présentations qui a été discutées? Oui, Sarah va le faire. Donc, je vais mettre le lien sur... Je devais le faire, en fait. Je devais le mettre sur le clavardage. Mais je peux vous assurer que Sarah va vous mettre les liens pour les présentations sur le clavardage et vous pouvez les télécharger. Janice, est-ce que vous voulez très rapidement parler de votre expérience sur ce sujet? Janice, est-ce que vous êtes avec nous? Je suis avec vous. Désolée, je n'arrivais pas un peu à activer mon micro. Est-ce que vous pouvez juste poser la question encore une fois? Est-ce que vous pouvez nous parler comment vous avez été impliqué dans ce sujet pour que l'assistance puisse savoir comment vous avez été impliqué? Pour ce qui est de mon implication avec le PCDI, je suis un avocat patient de recherche depuis mon diagnostic il y a 7 ans de cela. Et je connais Anne depuis un bout de temps. Et j'ai été très intéressée dans la recherche que le PCDI faisait depuis le début, mais j'étais également intéressée pour offrir et partager les sondages au sein du groupe de Facebook des patients atteints du cancer du sein pour avoir un peu plus de participation. C'était mon premier rôle au tout début, était d'aider tout simplement que le sondage soit un peu disséminé et diffusé et à voir les patients s'inscrire. Et en 2021, j'ai rejoint le PCD en tant que membre. Merci beaucoup pour ce partage. Nous avons plusieurs questions qui sont rentrées dans la session questions-réponses, mais nous avons également d'autres des patients. Squash, on ne pourra pas répondre à toutes les questions, mais on fera de notre mieux. Alors, Belinda et d'autres, pour ce qui est de Melinda, j'aimerais savoir. Alors, quels sont les malentendus communs que les gens ont à propos de l'utilisation des données rapportées par les patients? Alors, pour les premiers essais cliniques, on ne peut pas parler on ne peut pas partager, on ne peut pas parler des premières données cliniques non plus. Nous avons vu plusieurs informations PR, mais nous devons dire également que ces données peuvent être subjectives et nous avons un élément de subjectivité qui sont impliqués dans ces rapports et qui ne nous permettent pas d'avoir des résultats parfaits. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est ces avis subjectifs nous empêchent d'avoir de bons résultats par rapport aux patients et aux résultats des patients. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous rassemblons ces données avec une seule main, donc avec une seule type de dosée. Et ce qu'on fait, en fait, on randomise toutes ces informations et on prend les mêmes considérations. Et je pense que c'est le plus grand malentendu ou le plus grand préjugé qui existe et que j'entends dans les premières phases. Et c'est ce que la majorité des avocats. Alors, ce que j'aimerais dire auparavant, c'est que si les patients ont quelques idées par rapport à leurs attentes en termes d'effets secondaires, alors ça serait plus facile pour eux de tolérer. C'est les choses inattendues. Ça veut dire, quand je faisais la filanthérapie, à un certain moment, ma main tremblait et brûlait quand je touchais le réfrigérateur. Elle me brûlait. Mais si on m'avait dit auparavant, on m'avait dit, alors j'aurais compris. J'ai dû aller vers mon oncologue et j'ai dit, voilà, mes mains sont en feu. Mais si on comprenait, on nous expliquait ces choses dès le début, alors peut-être que ça aurait été facile. Il ne s'agit
pas seulement, il faut expliquer aux patients qu'ils peuvent vomir, qu'ils peuvent avoir des diarrhées et ainsi de suite, mais leur expliquer tous les effets secondaires qui peuvent exister. Un autre élément également, c'est les effets secondaires retardés. De temps en temps, on commence les traitements et 3 mois plus tard, vous commencez à avoir un effet secondaire. Et peut-être que vous avez changé de traitement. Et il s'agit de réfléchir est-ce que c'est le premier traitement qui me fait cet effet ou bien c'est le deuxième traitement? Et les patients souvent ne savent pas si est-ce que ces effets secondaires sont dus à un premier. Avec l'immunothérapie, c'est la même chose. Vous savez, avec l'immunothérapie, vous pouvez avoir des effets secondaires plusieurs années après. Et les médecins ne peuvent pas vous le dire, ils ne savent pas, les médecins ne vont pas vous dire, ils ne peuvent pas vous dire que c'est un médicament et ils l'envoient à l'oncologue. Mais il est important que vous parliez à votre... Donc souvent, les patients se retrouvent seuls et ne savent pas à qui s'adresser. Une autre question, quand vous êtes dans des essais cliniques, peut-être qu'il est important de prendre plusieurs doses. Peut-être qu'on peut commencer à donner des doses en attendant à ce que le médicament soit approuvé. Très bonne question. Je ne pense pas qu'on a assez d'informations. Vous savez, au FDA, nous avons cette stratégie d'optimisation des doses. Ça veut dire, on a un peu un champ d'application ou un champ ou une fourchette de doses. Ça veut dire, typiquement, la phase 2, dans le passé, nous avons cette dose d'intolérabilité. Mais au cours de cette phase 2, on randomise les patients. Et bien que peut-être des fois, nous n'avons pas assez d'informations, nous n'avons pas des données de sûreté et de sécurité. Mais je pense qu'il est important qu'on puisse étudier cette situation. Mais si vous terminez à la phase 3 avec une dose optimale, alors vous risquez de ne pas avoir la bonne dose quand le médicament sort sur le marché ou est commercialisé. Donc, de temps en temps, les patients, je pense que si vous regardez le Glendon pour ce qu'a été pour la durée, la phase 1 est tellement courte pour cette durée multi-annuelle que cette phase 1 n'aura pas beaucoup d'effets et n'affectera pas l'approbation et la commercialisation du médicament. Sur un autre médicament, vous avez parlé notamment de faire cette stratégie de dose en phase 1 quand vous essayez de trouver les doses efficaces. Est-ce que les stratégies différentes de dosage sont différentes en phase 2? Désolée. Ceci dépend en fait. Il existe des variations dans ce sens. Et, et les choses évoluent au fur et à mesure. Et nous avons des essais qui font plusieurs, mais la base serait de comprendre qu'est-ce qui est fait de façon commune et habituelle. Pour la phase 2 est fixe. Mais il existe opportunité pour les médecins puissent changer les doses en phase 1 et 3 et de ne pas spécifier. Cela n'est pas spécifié dans le protocole. Vous avez certes ce tableau où comment vous pouvez réduire les doses dans les différentes thérapies et la phase 3, vous allez voir les protocoles. Mais ces choses nous n'avons pas beaucoup de discussions dans ce sens. Et nous ne savons pas vraiment comment il faut aller de l'avant. Mais ce qu'il faut se passer, c'est que je ne sais pas si Jeannette pourra répondre à cette question parce que moi, je ne sais pas où aller avec cette question. Alors, une question, c'est pas dès que sa stratégie de dose et les différents niveaux de dose ont été déterminés et que ce médicament est approuvé, comment cette information concernant le dosage est communiquée aux oncologues? Et est-ce qu'un oncologue peut faire des variations, ce qui est différent par rapport à ce qui a été fait dans les essais? Nous avons une discussion. En fait, c'est assez compliqué, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la FDA mentionne que la FDA régule la pratique médicale.
quand le médicament atteint les cliniques ou les hôpitaux, beaucoup de choses se passent. Vous avez des fois la phase 4 où la compagnie a fait un engagement, a écrit un engagement à la FDA qui porte sur le dosage. Peut-être que la compagnie intervient pour changer un changement ou opère un changement au dosage. La compagnie pourrait changer l'évaluation du dosage pour donner un peu un repos aux personnes. Ceci peut être discuté et par la FDA pour voir ou pour revoir ou pour inclure des changements. Mais bien sûr, il y a toujours des évolutions, mais pas toujours. Mais dans le protocole d'essai, il y a des questions, il y a des informations à inclure. Les choses peuvent se compliquer. Nous avons le groupe coopératif qui fait encore des essais afin de comprendre ces problèmes concernant un médicament donné. Jessica avait parlé de HIV et c'est une étude qui a été financée par le NIH. Il y a un autre médicament où la dose a été changée après l'approbation de... Oui, c'était Asapkaina qui a été utilisé. Et concernant ce médicament, c'est qu'un oncologue du PCI qui a partagé avec notre groupe que plusieurs oncologues, et même avant que le médicament a été modernisé, n'étaient pas informés de la nouvelle dose. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de ces donc on était ravis que le centre d'oncologie d'excellence a changé l'étiquette et la dose. Nous avons quelques minutes, alors j'aimerais vous donner chacun de vous 1 minute pour exprimer une dernière perspective. Janice, vous avez eu beaucoup le temps de vous exprimer. Vous avez 1 minute, Janice. Merci beaucoup, Janet. Je pense vraiment que de tels ateliers sont d'une importance cruciale, car pas seulement nous éduquons d'autres patients et les avocats de patients, mais nous éduquons les cliniciens et nous soulignons l'importance de la médecine personnalisée et les dosages optimaux pour les patients. Car en tant que patiente du cancer du sang, le traitement est un marathon. Et nous avons parlé des effets secondaires ou les effets secondaires cumulés peuvent avoir un impact sur la qualité de vie des patients. Donc, si on peut faire les choses bien dès le début, alors peut-être que les patients resteront sur les médicaments plus longtemps et en retour, les patients peuvent avoir une meilleure qualité de vie et donc une longue vie. Ce qui est assez vrai également pour les patients atteints du cancer de poumon. Anne, la parole est à vous. Oui, enfin, une des choses que nous devons garder en tête, c'est que chacun d'entre nous est un individu unique en soi. Nous sommes uniques en matière de race, d'ADN, y compris nos propres objectifs et nos souhaits personnels. Donc, même avec toutes ces initiatives extra de la FDA et d'autres partenaires, nous croyons qu'il est très important pour les patients et les médecins de prendre en considération les attributs physiques des patients, y compris l'ADN et ainsi de suite, le DMI, mais également les objectifs de chaque patient et de même définir les meilleurs médicaments pour les patients. Et une autre raison dans ce sens, et tout le monde est familier à cela, c'est que dans les essais cliniques, les patients sont choisis sur un critère d'inclusion et d'accès, alors que la réalité est différente. Donc, l'accès à ces médicaments peut varier dans le monde réel. Et ceci est le même pour les essais cliniques. Et de même, et c'est pour cette raison que cette discussion entre le patient et le médecin doit être prise en considération. Je me souviens que nos experts dans nos médicaments peuvent travailler, mais on pourrait également ajouter cela aux différents traitement. En travaillant les patients et les médecins et les oncologues ensemble, nous pouvons mieux servir les patients et à mettre les médicaments, améliorer les résultats, nos résultats, mais également améliorer les résultats des gens qui traitent avec notre maladie. Belinda.
Je ne sais pas si je pourrais rajouter. Vous savez, le panel a dit beaucoup de belles choses. Je suis tout à fait d'accord. En tant que chercheuse, vous savez, travailler vous savez, j'ai rencontré Janice et j'aurais aimé avoir l'opportunité de travailler. J'ai travaillé à Van Lee et avec Jeannette également. Et ce fut vraiment un grand plaisir de travailler avec eux et de développer cette capacité de médicaments et de chercheuse et rajouter l'expérience des patients. Et je suis toujours ravie d'avoir cette conversation avec les gens car ces échanges sont fructueux et très importants. Merci à tous les participants d'avoir expliqué comment le dosage est tellement important et l'importance d'avoir la perspective des patients et le rôle des avocats des patients ou les aidants des avocats qui est très précieuse. Merci d'avoir été présent dans ce webinaire et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.